Alors, donc on disait, le transfert du risque, ceux qui vont assurer ce rôle, c'est les compagnies d'assurance. On va prendre un exemple des plus utilisés à travers le monde en matière de transfert du risque. Alors, est-ce que vous connaissez tous les banques? C'est quoi une banque? Tout le monde connaît la notion d'une banque. Il faut savoir que les banques généralement utilisent du chiffrement pour toutes les transactions de e-payment. Donc pour tout ce qui est e-payment, on utilise des notions de chiffrement. Généralement, ailleurs dans toute la planète, pour faire du e-payment, on a ce qu'on appelle des cartes de crédit. Ça peut avoir différents noms, c'est des cartes Visa, c'est des cartes Amex pour American Express, ça peut être des cartes bleues, etc. Il faut savoir que pour tous ces protocoles qui utilisent les différentes cartes pour le paiement, que ce soit en présentiel, donc au niveau d'un TPE, ou bien au niveau d'un ATM ou autre, ou bien que ce soit en ligne lorsque vous faites ce qu'on appelle des achats en ligne, vous allez utiliser du chiffrement. Le standard de chiffrement qui est utilisé par les banques utilise le protocole RSA. Tout le monde connaît l'algorithme RSA. Normalement, vous avez fait crypto l'année passée. Vous le Oui, je l'ai connaissez. fait en OK. crypto, merci. Donc, vous savez tous que RSA. Alors, je pose la question à Boutiba. Est-ce que RSA est un algorithme fiable? Il peut être fiable s'il est utilisé parfaitement. Je Par n'ai pas exemple, entendu Boutiba. Vous pouvez répéter? il peut être fiable s'il est bien utilisé, Ça veut c'est-à-dire dire quoi? avec des numéros, de très grands numéros. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Boutiba a tort. Il faut savoir que alors, en 2000, ah pardon, une seconde. En 2011, alors avant de parler de 2011, alors il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un congrès ou bien un sommet mondial qui se fait chaque 2 ans, qu'on appelle Eurocrypt. Alors, Eurocrypt, c'est quoi? C'est tout simplement une réunion de tous les experts de cryptographie dans le monde qui se fait chaque 2 ans, durant laquelle on évalue les algorithmes de chiffrement. Donc en 2011, il a été décidé que RSA n'est plus un algorithme sécurisé. Et qu'il pouvait être craqué dans un temps record estimé à 4 heures. Pour une clé d'une taille de 2048 bits. Pour pouvoir faire en sorte que RSA soit toujours utilisable, il faut appliquer exactement 149 recommandations de sécurité. Donc, si vous n'appliquez pas les 149 recommandations de sécurité, RSA est craquable au bout de 4 heures. Maintenant, les 149 recommandations de sécurité vont porter déjà sur la taille de la clé, sur la manière de générer, la manière d'implémenter, la manière de factoriser. Donc, c'est pratiquement toute une refonte de l'implémentation de l'algorithme RSA. Et en même temps, en 2011, il a été décidé que RSA ne sera plus le standard mondial. Alors, Lequel est maintenant le standard mondial, monsieur? justement, patientez. Malheureusement, il faut savoir que la communauté bancaire et financière, la sphère, disons, financière internationale, a essayé de voir combien va leur coûter le changement de cet algorithme.
Il s'est avéré que c'était un chiffre faramineux qui s'élevait à plus de 5 000 milliards de dollars. Les banques de la planète se sont dit payer 5 000 milliards de dollars pour améliorer, pour changer d'algorithme de chiffrement est quelque chose d'inimaginable. Pourquoi un chiffre aussi important? Il faut savoir que changer un tel algorithme ne veut pas dire tout simplement changer les cartes Visa de tout le monde ou les cartes Amex de tout le monde, mais ça veut dire changer tous les logiciels de toutes les banques de la planète. Et on ne parle pas uniquement des logiciels de e-payment, on parle de tous les logiciels utilisés intramuros dans les banques. Ça veut dire les logiciels de gestion du trafic, les logiciels de gestion de ce qu'on appelle des grandes masses monétaires, les systèmes internes aux banques, les routeurs de la planète en entier. Donc, c'était un chiffre qui ne pouvait pas être supporté. Donc, suite à des discussions avec des experts et autres, il a été décidé de reconduire la durée de vie de RSA. Et c'était beaucoup plus une pression qui a été faite par les Américains via Wall Street. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'oubliez pas que Livest Shamir Adelman est une entreprise américaine, qui est une entreprise très rentable, et que le fait d'entretenir RSA en implémentant les recommandations pour les professionnels leur ramenait un chiffre d'affaires qui était très important. Sans oublier que les Américains, ça les arrange toujours que RSA soit le standard mondial, sachant qu'ils connaissent bien ces vulnérabilités et que c'est un moyen très lucratif pour eux de pouvoir pénétrer les systèmes des autres pays, notamment les systèmes bancaires et autres. Donc, la sélection d'un remplaçant de RSA a été, chaque 2 ans, a été retardée de 5 ans. Actuellement, l'échéance est fixée à 2024 pour trouver un nouveau concurrent, un nouveau remplaçant de RSA, mais probablement qu'en 2024, normalement en 2024, il est censé y avoir une réunion extraordinaire, parce que les réunions se déroulent chaque 2 ans, donc généralement c'est des années impaires, mais ils ont décidé de l'organiser en 2024 pour que l'ordre du jour ne puisse pas être modifié par les sociétés financières, notamment les sociétés américaines, et par les entreprises américaines qui veulent maintenir RSA coûte que coûte. Maintenant, on va essayer de voir les banques qui ont accepté le risque. Comment est-ce qu'elles ont pu... Bon, est-ce que d'abord c'est clair pourquoi la problématique par rapport à RSA? Est-ce qu'elle est claire pour tout le monde? Oui. S'il n'y a aucune question, je continue. D'accord. Alors, maintenant, les banques, comment est-ce qu'elles ont fait? On va essayer de prendre un cas d'étude très simple. On va prendre le cas de Société Générale France, SGF. C'est Société Générale France. Alors, il faut savoir que pour Société Générale France, c'est une banque qui fait des transactions en ligne, qui fait, enfin, tout un ensemble de transactions. Le nombre de transactions effectuées par jour est estimé à plus de 47 000 transactions électroniques par jour sur ce qu'on appelle le territoire métropolitain. Ceci veut dire qu'on est en train d'exclure les tom-toms, donc c'est uniquement donc on est en train de parler uniquement du territoire français qui se trouve en Europe. Et on est en train d'exclure aussi toutes les transactions qui se font à l'international. Ça veut dire quoi à l'international? Ça veut dire si vous faites un achat en ligne en dehors du territoire français ou bien si vous vous trouvez en dehors de la France au moment où vous faites la transaction. Sur l'ensemble des transactions qui est effectuées, à votre avis, quel est le nombre de transactions frauduleuses? Qui dit une transaction frauduleuse veut dire une transaction qui a été piratée. Ou bien pour laquelle il y a eu un vol de carte de crédit qui a été utilisé par un pirate,
ou bien tout simplement quelqu'un qui a pu craquer l'algorithme de sécurité pour pouvoir faire une transaction frauduleuse. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. 1000. Augmentez un peu plus. 1500. C'est un peu trop. Alors, il faut savoir que chaque jour, il y a l'équivalent de 1211 transactions frauduleuses. Il faut savoir aussi que quand on parle de carte de crédit ou bien de carte bancaire, il y a ce qu'on appelle une hiérarchisation des cartes bancaires. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les cartes standards. Il y a ce qu'on appelle les cartes Gold. Il y a les cartes Platinum. Pardon. Il y a ce qu'on appelle les Black Cards. Alors, pourquoi cette catégorisation des cartes? Tout simplement parce que la communauté bancaire, quand elle vous donne une carte, chaque carte est plafonnée en termes de valeur des opérations que vous pouvez faire. Par exemple, si je prends une carte standard, c'est une carte, par exemple, dans laquelle on va vous dire vous pouvez faire 1500 euros d'achat en ligne avec un retrait qui ne dépasse pas les 1000 euros, je pense. Enfin, je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est approximativement ça. Si je prends, par exemple, une black card, c'est ce qu'on appelle les cartes no limits. Ça veut dire tout simplement, vous pouvez retirer jusqu'à 1 million d'euros facilement. Personne ne va vous dire vous avez dépassé votre seuil ou autre. Si je prends une carte Platinum, par exemple, pour une carte Platinum, vous avez jusqu'à 95 000 euros d'achat en ligne avec un retrait de 75 000 euros. Alors, ça, c'est un peu les limitations. Il faut savoir que quand on parle d'une banque, les cartes standards représentent près de 80% des cartes. Les black cards, c'est moins de 1%. Bon, le reste, je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais le reste est entre le gold et la platinum. Bon, je pense que le platinum, c'est approximativement 10%, donc le reste, vous allez le retrouver pour le gold. Maintenant, quand on parle maintenant d'une transaction frauduleuse ou d'une carte volée ou autre, il faut savoir que la plupart des cartes pour lesquelles il va y avoir fraude, ça va être 90%, voire même 95% des actions frauduleuses vont se faire sur ce qu'on appelle les cartes standards. Maintenant, les banques ont toutes ces données. Ils savent que 95% des actions vont se faire sur les cartes standards. Ils savent aussi qu'une carte standard, elle est limitée, donc elle a un certain seuil. Donc, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit tout simplement que nous, on ne va pas réduire le risque, vu que le coût de réduction pour la planète est un coût faramineux qui dépasse les 5 milliards de dollars. Et nous, les banquiers, on est radins, on ne va pas dépenser une somme pareille. On va essayer de trouver une solution intermédiaire. Accepter le risque n'est pas envisageable pour eux. Vous imaginez 1000 transactions frauduleuses par jour. Bon, on va simplifier le chiffre. Donc, disons 1000 sur 1500 euros d'achat en supposant que chaque transaction, il va prendre, disons, il va retirer 1000 euros ou bien il va faire 1500 transactions. Imaginez le chiffre. Rajoutez 3 zéros, ça vous fera 1,5 million d'euros par jour. Eux vont vous dire non, ça on ne peut pas l'accepter, la banque ne va pas payer 1,5 million d'euros chaque jour.
Parce que là, ça va nous coûter extrêmement cher et on ne peut pas se le permettre. Donc, ils ont opté pour une solution qui est le transfert du risque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec des compagnies d'assurance. Donc là, ils ont opté pour ce qu'on appelle le transfert du risque. Mais ils se sont dit, même si on va opter pour une compagnie d'assurance, nous, on ne va pas payer la compagnie d'assurance. Il est hors de question que ce soit nous qui le payons. On va transférer la totalité du risque. Donc, ce sera au client d'assurer sa carte. Et ce sera une assurance obligatoire. Si je prends par exemple le cas de Société Générale, pour la société SGA, alors ils ont des tarifs d'assurance. Donc, le tarif d'assurance, par exemple, c'est 6 euros par mois pour une carte standard. Vous avez un tarif pour une carte Platinum qui est de 30 euros par mois pour une Platinum. Bon, les autres, je ne me rappelle pas des tarifs, donc aucune idée. Maintenant, les compagnies d'assurance se sont dit, bon, il y a combien de cartes chez Société Générale? Il faut savoir que Société Générale dispose actuellement en termes de cartes standard, ils ont 23 millions de cartes de clients. Si on va vers les cartes Platinum, ils ont l'équivalent de 500 000 clients. Approximativement. Enfin, je pense. Non, pardon, pas 500 000, ils ont 50 000 clients actuellement. Donc, la compagnie d'assurance a ces données, voilà, mais la compagnie d'assurance, c'est une compagnie qui veut gagner de l'argent. Donc, si on fait un calcul simple, avec les conditions telles qu'elles sont, si chaque client va payer ces 6 euros, donc il suffit de faire 23 multiplié par 6. 132. Pardon, 132 millions d'euros. Et si on va faire les 50 000 multipliés par 30, vous allez avoir 1 500 000. voilà, 1 500 000 euros. Donc, chaque mois, ils vont gagner, ils vont faire rentrer approximativement un total de 133,5 millions d'euros. Parallèlement à cela, on avait estimé 1500 euros qui risquent d'être perdus par jour, multiplié par le nombre on a dit 1,5 million. Donc, ça fait faire 1,5 million multiplié par 30. Ce qui va donner combien? Tout simplement 45 millions d'euros. Donc, si une carte est perdue, ou bien si on atteint les 1000, bon, le chiffre que je vous ai donné pour les transactions frauduleuses, c'est le chiffre max. Disons, c'est l'estimation maximum quand ils ont fait leur analyse de risque. Donc, s'il y a les 1000 transactions frauduleuses par jour, ils vont perdre, car ils vont devoir rembourser 45 millions d'euros, tout en gagnant 133 millions d'euros chaque mois. Donc, la compagnie d'assurance est gagnante sur toute la ligne. Bien sûr, sauf si il y a des transactions qui dépassent le seuil. Donc, bon, mais avec une proportion très basse, ou par exemple, c'est des transactions frauduleuses avec 9 500 euros, ou bien avec 95 000 euros. Donc là, c'est très rare, mais bon, ils restent toujours gagnants. Seulement, eux, ils se sont posé la question en disant, d'accord, sous cette forme, on est gagnant. Mais imaginons maintenant que celui qui a fait la transaction frauduleuse le fasse pendant une semaine.
un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce chiffre va vite monter en flèche. Imaginez que toutes ces transactions se fassent sur 7 jours. Ce sera plus 45 millions d'euros, mais ce sera 45 millions d'euros multipliés par 7. Et là, ils sont perdants. Donc, les compagnies d'assurance ont fait une exigence aux banques en disant, vous devez exiger ce qui suit de votre client. Si le client constate une transaction frauduleuse, ou s'il constate la perte de sa carte, ou un achat suspect, il dispose au maximum de 24 heures pour faire opposition. Faire opposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déclarer la transaction frauduleuse à la banque en leur disant attention, alerte, voilà, j'ai perdu ma carte, il y a eu une transaction frauduleuse, il y a quelqu'un qui utilise mon nom, il y a mon compte, la valeur qui a baissé sans que je fasse d'opération, donc il y a eu une action malveillante. Si vous dépassez le délai de 24 heures, vous n'aurez aucun remboursement. Ça veut dire la banque ou l'assurance ne vous rembourse que les transactions frauduleuses qui ont été faites 24 heures avant votre déclaration. Si une transaction y a été faite 48 heures avant, elle ne sera jamais remboursée. De cette manière, les assurances se sont assurées qu'ils rembourseront au maximum 45 millions d'euros. Pourquoi 45 millions? Parce que durant les 24 heures avec une carte standard, même celui qui va faire une transaction frauduleuse ne pourra pas acheter plus que 1 500 euros ou ne pourra pas retirer plus que 1 000 euros. Si on dépasse les 24 heures, il pourra faire le double de cette somme. Or, eux se sont protégés contre ça en disant au client, vous avez 24 heures pour le faire. Si vous dépassez les 24 heures, tant pis pour vous. Bien sûr, il y a toute une logistique derrière. Il y a un call center opérationnel 7 jours sur 7, H24. Il y a un service en ligne avec ce qu'on appelle un conseiller clientèle qui est là en permanence pour répondre à toutes vos doléances. Et vous avez la possibilité de bloquer votre compte de manière instantanée. Voilà un exemple bien détaillé d'un transfert de risque qui a été fait par la banque. Et là, vous remarquez que la banque ne paye rien en termes d'assurance par rapport à cette problématique, que la banque ne rembourse rien à son client parce que le client, il est satisfait même s'il s'est fait pirater. Imaginez que vous êtes un client, vous vous faites pirater, on vous vole 1 500 euros. Tant qu'on vous les rembourse, peu importe pour vous. Vous avez récupéré votre argent, vous n'avez rien perdu en tant que client. La banque n'a rien perdu en tant que banque et l'assurance n'a rien perdu parce qu'elle est gagnante en fin de compte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est comment se fait le transfert de risque? Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur, Oui, Boudelal. quel est le pourcentage des transactions frauduleuses qui sont remboursées par l'assurance? Alors, généralement, si tout simplement, si vous faites la déclaration dans le délai de 24 heures tel que stipulé dans votre contrat avec la banque, vous êtes remboursé. Et généralement, pour tout ce qui se fait durant les 24 heures, c'est un taux de remboursement de 100%. Oui, je sais, mais en pratique, quel est le pourcentage des signaux qui se fait dans les 24 heures? Les banques ne vous donnent jamais ce chiffre. C'est un chiffre qu'ils gardent confidentiel pour une raison très simple, pour ne pas montrer le pourcentage de clients insatisfaits. Mais généralement, à l'étranger, les gens surveillent de très près leur compte pour une raison très simple. C'est que tout simplement, vous avez des applications sur mobile où dès qu'il y a une transaction effectuée, vous avez automatiquement une notification sur votre téléphone. Et bon, il y a toujours des cas de personnes qui ne sont pas, disons, qui font pas cette veille technologique. Et par conséquent, ils se rendent compte à la fin du mois, lorsque leur relevé arrive, et ils découvrent qu'ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros
Et dans ce cas-là, la banque ne rembourse pas la totalité. Elle se limite à rembourser si vous voulez, pardon, tout simplement ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors c'est mon tour de vous poser une question. Mademoiselle Chelouah, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, imaginons que Bebzoua a eu l'idée de construire un vrai data center. Et comme Bebzoua le fait à chaque fois, une fois qu'ils ont construit le data center, ils se sont rendus compte que le terrain est un terrain marécageux, qu'il y a des remontées d'eau comme il se passe dans la bibliothèque, donc il y a de l'eau qui remonte, que la zone elle est sismique, donc il peut y avoir des séismes, et ils ont eu l'idée de faire un bâtiment de 4 étages et de mettre le data center au 4e étage. Et ils se sont rendus compte que plus le data center est mis en hauteur, plus il y a une surchauffe de câbles. Donc disons qu'ils se sont rendus de tout ça trop tard. Et ils se sont dit, ben maintenant on va faire une analyse de risque, vu qu'on ne l'a pas fait avant de réaliser le projet, pour pouvoir corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Alors, quelqu'un est venu, il leur a dit, voilà, moi je vous propose de réduire le risque. Pour réduire le risque, il faut construire un autre data center à sa place, mais le construire ailleurs. Bebzoua répond, nous sommes une université, nous avons des terrains uniquement là où on est. Nous n'avons pas d'argent pour construire un autre data center, on n'a pas les moyens de le faire. Parce que si on va demander au ministère de nous donner plus d'argent, ils vont nous dire, et l'argent qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous en avez fait? On va leur expliquer qu'on a construit dans un terrain marécageux, qu'il y a des remontées d'eau, c'est un terrain sismique, et qu'on a eu l'excellente idée de le mettre au sommet d'un bâtiment où il ne fallait pas le faire. Ils vont nous demander de rendre des comptes, il risque d'y avoir de la prison, etc., etc. Et comme nous sommes de bons citoyens, on ne veut pas aller en prison. Donc, on opte pour une autre solution qui est soit l'acceptation, soit le transfert. Et là, ils font appel à vous, mademoiselle Chelouah, pour vous dire qu'est-ce que vous nous conseillez, l'acceptation ou le transfert? Dans ce cas-là, je vois pas comment il pourrait faire le transfert. Je pense que ça serait plutôt l'acceptation, vu que L'acceptation, ça veut on peut. dire quoi? On accepte le risque que le data center soit inondé, ensuite on fait quoi? C'est ça votre recommandation en tant qu'expert en sécurité? Non, mais je vois pas comment il ferait le transfert. Est-ce que ça serait comme les banques, une assurance? Je pense pas. Il y a pas, c'est pas Pourquoi la pas? même chose. Pourquoi pas? Ils vont mettre une assurance par rapport à ça et ça va rembourser s'il y a. Ben oui. Qu'est-ce qui empêche? Ouais. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'assurance CatNat, catastrophe naturelle. Alors, une Oui. assurance catastrophe naturelle qui existe pour tout ce qui est industriel, pour tout ce qui est entreprise, c'est quoi? Vous allez voir une compagnie d'assurance, vous allez leur dire, voilà, moi j'ai un local que je veux assurer. Ils vont vous dire, vous voulez l'assurer contre quoi? Vous pouvez leur dire contre l'incendie, contre le vol, contre la détérioration, contre le séisme, contre les inondations. La compagnie d'assurance va vous envoyer un expert pour voir les lieux. Maintenant, la compagnie d'assurance aussi peut refuser. Imaginez que vous ayez un data center que vous avez construit dans une zone hautement sismique avec une construction qui ne respecte aucune norme parasismique. La compagnie d'assurance va vous donner deux choix. Elle va vous dire soit j'accepte, je refuse ce contrat parce que le risque est très élevé et que il peut y avoir un séisme demain. Ça veut dire que vous allez payer, disons, une prime d'assurance de 100 millions. Et demain, il va y avoir un séisme, tout va s'effondrer. Je serai obligé de vous donner 7 milliards. Et une compagnie d'assurance s'arrange toujours pour être gagnante. Donc, elle va vous dire, moi, je refuse le contrat. Soit elle va vous dire, moi, j'accepte le contrat, mais j'exige que la prime d'assurance soit très élevée. Par exemple, elle peut vous dire, nous, on est des joueurs, on aime les paris. Donc, on va signer un contrat dans lequel la prime d'assurance est de 2 milliards par an, avec obligation de souscrire pour 10 ans au minimum. Ça veut dire pendant 10 ans, vous ne pouvez pas arrêter de payer la prime d'assurance.
Ça veut dire qu'en fin de compte, certes, ils vont vous payer 7 milliards s'il y a un séisme, mais vous êtes dans l'obligation de leur donner 20 milliards étalés sur 10 ans. Et là, en tant que client, vous allez vous rendre compte de l'arnaque, mais tout dépend maintenant de vos moyens. Est-ce que vraiment vous avez besoin de ce data center et de ce remboursement et que vous n'avez pas d'autres moyens pour échapper à ça? Ou bien est-ce que vous allez refuser ce contrat d'assurance? Maintenant, en tant qu'université, vous pouvez leur dire, ben, souscrivez une assurance contre le séisme. Alors, il y avait un piège que je vous ai mis dans la question pour lequel vous ne vous êtes pas rendu compte. Alors, je vous avais dit tout simplement que le terrain était marécageux et qu'il y a des remontées d'eau et que le data center risquait d'être inondé. Mais en même temps, je vous ai dit qu'ils l'ont mis au 4e étage. Comment voulez-vous qu'un data center soit inondé au 4e étage? Mademoiselle Chelois. Euh, c'est très haut pour être inondé au 4e Voilà. étage. Si il est inondé au 4e étage, ça veut dire que toute l'université est déjà inondée et qu'elle s'est transformée en un lac géant. Donc déjà, il y a un risque que vous deviez éliminer en disant, voilà, le risque d'inondation n'existe pas. Vu que vous l'avez mis au 4e étage, vous avez supprimé ce risque. Donc le risque a été réduit. Monsieur, Oui. est-ce que c'est impossible que le data center soit endommagé à cause de conséquences de l'inondation? Par exemple, des problèmes de Les courant, conséquences de quoi? de l'inondation. Oui, mais attends, ça dépend. Comment tu veux qu'il soit endommagé par l'inondation s'il est au 4e étage? Par exemple, si l'installation électrique est dans un niveau inférieur, D'accord. et Maintenant, c'est un autre problème. Ça devient un problème électrique. Parce que toi, regarde, oui, quand tu bon. fais l'analyse de risque, tu fais l'analyse de risque sur ce qui impacte directement ton actif. Ce qui va impacter ton actif, c'est pas l'eau, mais c'est l'électricité. D'accord. Mais toi, si au niveau de ton data center, tu as mis des onduleurs partout, avec une forte capacité, avec des surtenseurs, même s'il y a une catastrophe électrique plus bas, il y a un équipement de protection qui empêchera la propagation de ce problème électrique vers ton équipement. Maintenant, ton équipement, est-ce que tu en as besoin dans un service continu? Ça veut dire, est-ce que tu dois assurer la continuité de service ou non? Là, tout dépend des besoins du client. Donc, si le client te dit, moi, même si mon data center tombe en panne pendant 3, 4 heures, ça m'est égal. Donc, tu lui dis, il suffit de mettre un onduleur d'une certaine durée et le problème est réglé. Même s'il n'y a plus d'électricité et qu'il s'arrête à cause d'une inondation dans les niveaux inférieurs, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que le matériel soit préservé. C'est pour ça que si vous vous rappelez, quand on avait dit au départ, quand on était en train d'étudier les étapes, on avait dit qu'il faut bien discuter avec le client, voir ses besoins, analyser ses actifs. Parce qu'il y a une différence entre un client qui va vous dire, moi, je ne tolère pas l'arrêt. Par exemple, une banque. Une banque ne peut pas se permettre que ses serveurs, ce qu'on appelle de front office, puissent s'arrêter. Vous imaginez une banque qui fait des transactions en ligne, surtout imaginons par exemple la Monabank. La Monabank est une banque virtuelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'existence physique. Vous imaginez que ces serveurs s'arrêtent pendant 1 heure de temps. 1 heure de temps d'arrêt pour une banque pareille, ça veut dire qu'elle va perdre ses clients. Non, c'est la perte des clients. Tous les clients vont la quitter. Elle n'existe pas physiquement. Je m'adresse à ma banque, il n'y a plus de banque. Oula, j'ai mon argent qui est là-bas. J'ai des transactions, je fais des achats. Imaginez, vous faites un achat en ligne. Au moment de la validation de l'achat, il vous dit achat non validé. Pourquoi? Vous contactez votre banque via l'application ou autre, pas de réponse. Une banque ne peut pas se permettre un arrêt pareil. Par contre, une université comme Bebzoal, qui n'utilise jamais ses serveurs, sauf la rentrée universitaire probablement, ou là, enfin, occasionnellement, un arrêt à 1 semaine, il dit oui. Prenez l'exemple qui s'est passé la semaine dernière. Le petit piratage, si on peut appeler ça un piratage, qui s'est fait sur le site de la faculté de maths. On a modifié les métadonnées de la faculté quand vous faites la recherche Google. Vous l'avez remarqué ou non? Oui, monsieur. D'accord. Bebzoa n'ayant pas su comment corriger le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désactivé le site. Aussi simple que ça.
Vous allez essayer, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais jeudi plutôt, ce qu'ils avaient fait, vous tapez faculté de maths, etc. Vous avez la métadonnée qui est toujours affichée sur Google, hein. Ils n'avaient pas réglé le problème jeudi, mais quand vous essayez d'accéder sur le site, il vous met un available, site non disponible. Bon, quand je les ai appelés, ah oui, pour éviter le scandale, on a le site. Mais qui te dit que le problème, mais Google. Ah, de Google, mais c'est la. Ça vous donne une idée du niveau de maturité. Donc, pour eux, c'est plus facile. Ils acceptent que le site soit carrément désactivé. Ce n'est pas un problème pour eux. Mais un autre client, pour le désactiver votre site pour éviter un scandale, il va vous dire au revoir, je ramène un autre expert en sécurité. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien connaître votre client avant de lui proposer des solutions. D'accord? Est-ce que c'est clair pour les trois types de... par rapport au risque? L'acceptation, le transfert et la réduction. Pas de réponse, donc c'est bon. OK. La 9e étape. Oui. Oui, Hanan. Dis-moi en résumé, le transfert, c'est un tiers qui va s'occuper des conséquences du risque. C'est aussi simple que ça, oui. Ça peut être une compagnie d'assurance, comme ça peut être un autre type de compagnie. C'est pas toujours les assurances qui le font, hein. Alors, la 9e étape. Monsieur, Oui. pardon. Juste, monsieur, je voulais encore plus de détails à propos de l'attaque c'était un transfert de données, monsieur, par rapport au faculté de maths, là. Allez, Si ben. vous avez plus d'infos. Ah, il faut demander au responsable du data center تاع باب الزواج انا خاطيني. Moi, je ne l'ai fait Non, moi, je n'ai fait que voir l'attaque comme vous vous. avez contacté. Ah, d'accord. Moi, je l'ai vu sur Internet comme vous. Ah, d'accord. Pour plus de détails, samedi ou dimanche, واحد باب الزواج, واحد data center, واحد centre de calcul, posez-leur la question. Je ne sais même pas s'ils l'ont réglé ou pas encore. Non, c'est bon, monsieur, la recherche n'est plus, Non, c'est tant mieux s'ils l'ont réglé, tant mieux pour eux. Je vous ai dit, je ne suis pas au Comment courant. ça s'est produit. Ah, ça, c'est leur problème. Alors, étape 9, on disait, c'est quoi? C'est que documenter les résultats. Donc, la dernière étape, vous avez fait votre analyse de risque, vous avez fait votre évaluation. Là, il va falloir faire un rapport d'évaluation des risques dans lequel la direction, donc les responsables de votre client vont pouvoir prendre les bonnes décisions en se basant sur vos conclusions. Mais eux, ils auront d'autres paramètres à prendre en considération, à savoir le budget dont ils disposent. Parce que vous, ce que vous allez proposer pour chaque risque 3 types de solutions. Est-ce qu'ils peuvent l'accepter ou non? Ça, c'est à eux de décider, mais vous allez proposer une solution pour la réduction et une solution de transfert si possible. Des fois, il n'y a pas de solution de transfert. Par rapport aussi à leur politique interne et aux procédures qu'ils ont mis en place. Donc, pour ce rapport, vous devez faire pour chaque type de menace les vulnérabilités que vous avez identifiées, les actifs qui sont à risque, l'impact sur l'infrastructure informatique, les probabilités d'occurrence, ainsi que vos différentes recommandations de contrôle. Alors, là, je vous ai donné un petit exemple. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé de matrice de risque, etc. Donc là, c'est un exemple tout simplement de matrice de risque. Donc là, vous voyez les 3 niveaux de risque, tels qu'on l'avait dit. Donc vous avez le risque bas, moyen et le risque élevé ou extrême. Et là, on vous explique les actions qui doivent être faites pour chaque type de risque. Je répète, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas une règle à apprendre par cœur, que ce soit pour les actions, les probabilités ou autres. Ça, c'est lors d'une analyse des risques, ce qui a été proposé par celui qui a fait l'analyse des risques. Ensuite, au niveau de la matrice, qu'est-ce qu'il met? Très faible probabilité, faible priorité, probabilité, pas priorité, probabilité moyenne, probabilité haute, probabilité très élevée. Les conséquences insignifiantes, mineures, modérées, importants, risques sévères. Et bien sûr,
pour les probabilités, soit vous pouvez le mettre sous cette forme, donc une forme textuelle, ou bien carrément vous pouvez le représenter de cette manière, entre 1 à 20%, 21 à 40%, etc. Et là, au niveau de la matrice, par exemple, pour un risque très probablement qui peut arriver avec une probabilité entre 81 et 100%, si le risque, les conséquences sont insignifiantes, donc la priorité est basse. Donc le contenu de la matrice, c'est la priorisation des risques. Par contre, si les conséquences sont sévères, donc priorité extrême, donc la priorité la plus élevée. Donc là, c'est un exemple de priorisation qui a été fait pour des risques. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres méthodes qui existent pour l'analyse des risques. Alors, avant de passer à autre chose, alors je vais vous donner un travail à faire. Vous pouvez le considérer comme un homework, enfin, comme vous voulez. Faites-moi une analyse de risque en utilisant cette méthode pour le système d'information de l'université. Vous pouvez travailler en monome, travailler en binôme, je pense que c'est plus intéressant. Vous avez une semaine pour le faire. Je répète, vous avez un homework que vous devez faire en binôme qui consiste à faire une analyse de risque sur le système d'information de l'USTHB. Vous allez utiliser vos connaissances de l'université. Vous y êtes depuis 4 ans. Donc, vous la connaissez très bien. Vous connaissez son site web, vous connaissez le réseau d'une certaine manière. Faites-moi votre analyse de risque en utilisant les 9 étapes. Vous devez me rendre le résultat jeudi pour le TP de ce jeudi. Enfin, je pense qu'on a TP jeudi, oui. Donc, vous devez me rendre votre rapport jeudi. OK. Alors, il y a aussi maintenant d'autres méthodes d'analyse de risque. Il faut savoir que dans l'absolu, il y a plus de 60 méthodes d'analyse de risque. Certaines sont complémentaires entre elles. Donc, vous allez avoir par exemple une méthode qui va vous dire, voilà, on utilise cette méthode qui complémente celle-ci ou celle-là. D'autres sont concurrentes entre elles. Il faut savoir aussi que l'analyse de risque n'est pas propre à l'informatique. Elle existe dans tous les domaines industriels et qu'à la base, l'analyse de risque a commencé dans le domaine industriel. Alors, parmi les méthodes les plus connues, il y a la méthode ASOP, APR, AMDEC, ADD, etc. Alors, ASOP, à la base, elle était destinée à la sécurité industrielle. Donc, il faut savoir que la sécurité industrielle dépend d'une interaction entre plusieurs processus qui sont le produit, le procédé et le facteur humain. Pour cette méthode, on considère 3 points importants. Le produit, le procédé, donc comment la chaîne de fabrication, comment est-ce qu'on fait pour aller de la matière première vers le produit final. Et le troisième maillon faible pour eux, c'est le facteur humain qui est toujours à l'origine de toutes les catastrophes. La méthode AMDEC, alors il faut savoir que c'est tout simplement une méthode inductive qui, elle, va commencer avec des défaillances élémentaires pour essayer de déduire le résultat de ces défaillances en essayant d'identifier et d'évaluer l'impact de ces défaillances sur la globalité du système et de l'environnement. Donc, au départ, on prend un système, on le décompose en cellules élémentaires. Ensuite, on essaye d'analyser l'effet et les conséquences de chaque type de défaillance sur chaque composant de ce système. Et ensuite, on essaiera de voir quels sont les risques qui vont en découdre sur la totalité de notre système. Il y a aussi une autre méthode qui est l'arbre de défaillance. On va essayer de synthétiser toutes les combinaisons d'événements. Donc d'abord, il faudra décomposer le système en événements élémentaires, ce qu'on appelle en action atomique. Ensuite, on essaiera de voir la combinaison de toutes les combinaisons possibles et imaginables dans certaines conditions pour voir quel sera leur résultat. Donc, si on essaye de faire un arbre de défaillance, on va répondre à la question comment un tel événement peut-il arriver? Ensuite, on commencera d'un événement final. Donc, par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, le site web de Bebzoua va s'arrêter. Ça, c'est l'événement final. Pour essayer de remonter vers toutes les causes possibles pour voir comment un tel événement a pu arriver
et quelles sont les conditions et les combinaisons qui ont pu produire un tel événement. Généralement, c'est ce qu'on appelle une méthode à couverture qui cherche à couvrir toutes les combinaisons possibles qui peuvent conduire à un événement final. Donc, il y a une classification des méthodes. Donc, il faut savoir déjà en matière d'analyse des risques, l'origine des méthodes est diverse. Nous avons déjà des méthodes qui viennent d'organismes gouvernementaux. Par exemple, la méthode EBIOS, ITIL, CRAM, FEROS. Ça, c'est des gouvernements qui les ont créés pour leurs propres besoins, qui par la suite ont été documentés dans la littérature. Nous avons d'autres méthodes qui viennent d'associations de sécurité. Ça peut être des associations d'experts, de normalisation ou autres. Nous avons la méthode Marion, nous avons MEHARI, nous avons la méthode COBIT. Nous avons des méthodes qui viennent de CERT. Vous connaissez tous la notion normalement d'un CERT. Par exemple, la méthode Octave. Nous avons maintenant des méthodes propriétaires. Qui dit propriétaire, ça veut dire qu'elles viennent de sociétés privées qui les ont développées par eux-mêmes pour leurs propres besoins. Certains sont bien documentés, d'autres le sont moins. Nous avons la méthode Calio, la méthode SCORE et la méthode COBRA. Alors, la question que je vous pose, selon vous, quelle est la différence entre l'audit et l'analyse de risque? Nous allons commencer par M. Tefahi. Maintenant que vous savez c'est quoi l'analyse de risque, quelle différence y a-t-il entre l'audit et l'analyse de risque, M. Tefahi? L'analyse de risque, c'est déjà une étape de l'audit. Donc, d'une part, ça déjà, c'est un point. Je peux réfléchir une minute. Bien sûr. Monsieur Ahdibi, à vous la parole. Oui, je vois, c'est l'analyse de risque, c'est une étape de l'audit déjà. C'est la première étape de l'audit. D'accord. Je pense, D'accord. Monsieur Djellouli, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, monsieur, je le suis. Ok. Mademoiselle Zemmouri. Oui, monsieur, je suis d'accord. Alors, là, je vous pose la question différemment dans ce cas-là, puisque vous êtes tous d'accord. On avait dit que l'analyse de risque, c'est quelque chose de très coûteux. Et croyez-moi, ça coûte excessivement cher de couvrir tous les risques inhérents à une entreprise. Est-ce que vous pensez qu'un audit va coûter plus cher qu'une analyse de risque? C'est Drayan. C'est du moment que l'analyse de risque fait partie de l'audit. Normalement, Non, moi, je n'ai pas dit ça, c'est eux qui l'ont dit. Attendez, moi, je n'ai rien dit encore. Oui, monsieur, moi aussi, je suis de leur avis. D'accord. Alors, je vous pose la question autrement dans ce cas-là. Monsieur Messafer, vous êtes là? Malish. Si je crois ce que racontent vos camarades, ils sont en train de dire que l'analyse des risques fait partie de l'audit et que automatiquement, donc, l'audit va coûter plus cher que l'analyse de risque. Dans ce cas-là, pourquoi beaucoup d'entreprises font de manière volontaire un audit de manière périodique, mais quand vous leur dites faites une analyse de risque, ils vont vous dire ah non, on ne va pas la faire, c'est trop cher. Je pars du principe que l'hypothèse de vos camarades est correcte. Hein. Moi, je suis pas entièrement d'accord parce que je pense que l'audit recouvre que les risques qui peuvent nuire peuvent toucher gravement l'entreprise. D'accord. Est-ce que quelqu'un a un avis différent? Monsieur, Oui. je pense que l'audit, c'est une méthode pratique, c'est-à-dire de confirmer si le processus marche. Monsieur, comme l'analyse de risque, c'est une étude théorique d'analyser le risque et tout. Monsieur, comme l'audit, Non, pas forcément. Dans l'analyse de risque, vous avez beaucoup d'aspects pratiques. Hein. oui, mais l'audit qui est plus pratique, c'est-à-dire. Vous savez que nous avons ce qu'on appelle des audits formels. Donc, c'est des audits théoriques.
sur laquelle vous devez prouver de manière formelle que le système est fiable. Et c'est des audits qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs millions de dollars. D'accord. D'accord. Monsieur, Alors, monsieur, oui. كيفاش الاناليز دو ريسك يكون Bon, Ahdibi, je donne la parole à monsieur Ahdibi pour le moment, ensuite Ben Smaïl. Allez-y, Ahdibi. سي une question كيفاش يكون Oui. الاناليز دو ريسك براتيك هكذا كيولي اوديت نو Je vous entends mal. Répétez. pourquoi l'analyse de risque يكون pratique Parce que tout simplement, lorsqu'on fait une analyse de risque, il y a certains aspects de l'analyse qui peuvent être pratiques, qui peuvent, je dis bien. Parce que tout simplement, certains risques, pour les identifier, il va être obligé de faire de la pratique. Je vous donne un exemple. Comment vous allez pouvoir dire que tout simplement, on prend un exemple, hein, qu'il y a un risque que le serveur web, par exemple, subisse un défacement. Si vous n'allez pas vérifier le serveur web pour évaluer son niveau de sécurité. Comment vous pouvez estimer la probabilité qu'un risque puisse arriver sans analyser un système? هذا سي لوديت نو Là, on est dans l'analyse de risque. Rappelez-vous, dans l'analyse de risque, on avait dit qu'il faut évaluer la probabilité de l'occurrence d'un événement. On l'a dit, non? Oui. خلاص alors. Ben Smaïl. Monsieur, je pense, monsieur, mon avis est de est-ce que genre, l'analyse de risque, monsieur, se fait à une grande échelle. Par exemple, on fait une analyse et l'occurrence des événements, monsieur, un long échissement, tous les risques. Par contre, monsieur, l'audit, comme je me rappelle bien pour les premiers cours, c'est juste, bon, bien sûr, l'analyse des risques fait partie, c'est une étape une- qui fait partie de l'audit, monsieur, mais une petite échelle, genre pour prévenir un certain incident. Et بعد j'ai l'évaluation de risque, تاعها, comment le prévenir et les solutions. Donc, je pense que l'analyse des risques, c'est un peu vague comme opération. C'est pour ça qu'elle coûte beaucoup, monsieur. Tous les risques. Par contre, l'audit, monsieur, c'est un problème, par exemple, qui peut survenir à tout moment. On fait juste un audit sur par exemple, un audit serveur ou bien une attaque bien précise, monsieur, ça va pas coûter grand-chose, comme l'analyse de risque à grande échelle. Alors, je corrige vos informations, monsieur Ben Smaïl. Il faut savoir que même pour l'analyse de risque, vous n'êtes pas obligé de faire l'analyse de risque de toute l'entreprise. Je peux par exemple, moi, venir vous dire, voilà, je veux une analyse de risque pour mon département marketing. Point. Ou bien tout simplement, je veux une analyse de risque par rapport aux 4 notes. Point. L'analyse de risque ne doit pas forcément couvrir toutes les branches de l'entreprise et tous les risques possibles et imaginables. C'est des périmètres qu'on peut définir au préalable. Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Comme l'a dit tout à l'heure Kohli, vous avez remarqué dans certaines parties de l'analyse de risque, il peut y avoir de la pratique. S'il y a de la pratique, on peut confondre ça avec l'audit. Et en même temps, dans l'audit, quand on fait l'audit, on remarque aussi qu'il y a certaines parties, au début, on va vous dire qu'il faut essayer d'imaginer tous les risques disons, que va encourir cette organisation. Disons que la frontière entre l'analyse de risque et l'audit, elle est très fine. Et les deux peuvent se confondre. Seulement, on arrive à connaître la différence entre l'un et l'autre par rapport à la finalité de la chose. L'audit, c'est quoi son objectif? C'est de trouver uniquement les vulnérabilités d'un système. Voilà quelles sont les vulnérabilités. On ne cherche pas à identifier quel est le risque qui peut causer telle vulnérabilité. Dans un rapport d'audit, on va vous dire, voilà les vulnérabilités que vous avez, etc., etc. Voilà la probabilité d'occurrence et ça, voilà comment les corriger. Or, dans une analyse de risque, on ne se limite pas à ça. On essaie de trouver pourquoi cette vulnérabilité peut être exploitée et quel est le risque qui pourra éventuellement l'exploiter. Et généralement, quand on fait une analyse de risque, c'est une analyse avec une couverture totale. On essaie d'identifier tous les risques encourus. Or, dans l'audit,
il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'audits. Nous avons des audits purement théoriques. Par exemple, quand vous parlez d'audits formels, c'est des audits qui vont coûter extrêmement cher et c'est des audits qui vont durer dans le temps. Une question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de certaines normes? Je ne sais pas si on en a parlé l'année passée ou non, pardon, je sais comme ça. La norme notamment FIPS, par exemple 140-2. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si on en a parlé l'année passée ou non, si vous avez vu ça dans un autre module. Mais ça te dit quelque chose? Non, monsieur, on n'a pas vu. D'accord. Alors, la norme FIPS 140-2, c'est tout simplement un standard cryptographique. Un standard cryptographique qui permet de faire quoi? Qui permet tout simplement de dire tel équipement cryptographique correspond à tel niveau de sécurité. Donc là, vous avez du 1 jusqu'au 4. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle les common criteria, où vous avez de level 1 jusqu'à level 7 plus. Là, par exemple, si je prends du level 1 jusqu'au level 4, c'est ce qu'on appelle à usage civil. Et si je parle du level 4 plus jusqu'au 7 plus, c'est l'usage purement militaire. Généralement, pour certifier un équipement ou un logiciel qu'il est conforme à un de ces niveaux, il faudra lui faire passer un audit. Or, les audits qu'on va faire, c'est des audits qui sont formels. Ça veut dire qu'on doit prouver de manière mathématique, en utilisant des preuves mathématiques, plus quand il s'agit d'un équipement, d'un device, donc en utilisant des épreuves physiques, que l'équipement est conforme à tel niveau, au niveau de la norme FIPS ou bien au niveau des common criteria. Alors, je vous donne à titre indicatif, Windows par exemple, pour son module d'authentification, il est certifié FIPS 140-2, niveau 3. Ça veut dire quoi? La fonction cryptographique respecte cette norme. Pour pouvoir certifier le module, je dis bien le module d'authentification de Windows par rapport à cette norme, ça leur a pris 12 mois de travail. Et ce n'est pas Microsoft qui l'a fait. Hein, parce que généralement, pour la certification, c'est des laboratoires indépendants. Et ça leur a coûté 3 millions de dollars. Bon, US dollars, hein, pas dollars canadiens. Alors, et ça leur a coûté 3 millions de dollars. Donc, ça vous donne un peu une idée sur le coût d'un tel audit. Et là, on parle d'audit. C'est un audit de conformité, mais qui est fait de manière formelle. Oui, Zakaria, c'est les niveaux 1 à 7. Donc, là, ça vous donne un peu une idée d'un coût d'un audit formel. Maintenant, il y a d'autres types d'audits de conformité qui ne sont pas formels. Par exemple, je vous donne une politique de sécurité. Je vous dis, faites-moi l'audit de conformité. Vous allez faire un audit pratiquement. Il y a ce qu'on appelle l'audit documentaire. Et il va y avoir l'audit pratique. Mais là, dans ce type d'audit, vous n'allez pas du tout vous intéresser à l'analyse de risque. Par contre, si je vous donne d'autres types d'audits, par exemple, je vous dis, faites-moi un audit de surcharge d'un système. Là, vous n'allez pas faire du tout d'analyse de risque. Mais si on s'intéresse à un type d'audit particulier, bon, là, on est toujours dans la branche audit de sécurité, hein, que ce soit l'audit de conformité par rapport à la sécurité cryptographique, ou bien l'audit de sécurité par rapport à une politique de sécurité donnée, ou bien l'audit de surcharge. Généralement, l'audit de surcharge, on le fait pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de denial of services. Donc, dans ce cas de figure, vous remarquerez qu'on ne fait pas d'analyse de risque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la finalité de l'audit. Par contre, si on s'intéresse à d'autres types d'audits, notamment ce qu'on appelle les pen tests,
ou bien en français, ce qu'on appelle les audits d'intrusion. Là, on est obligé de faire ce qu'on appelle une pseudo-analyse de risque. Pourquoi on parle de pseudo-analyse de risque? Parce que vous n'allez pas faire une analyse de risque où vous allez étudier tous les risques possibles et imaginables, où vous allez essayer de connaître leurs causes, d'essayer de trouver tous les points d'entrée. Ce n'est pas la finalité, d'essayer de calculer le coût, etc. Votre but d'identifier le risque, c'est pour trouver vous-même des points d'entrée que vous allez vous-même utiliser en tant qu'auditeur pour pouvoir vous introduire dans le système et démontrer qu'il y a un risque d'intrusion. Donc, c'est pour ça que dans ce cas de figure, on vous dit que l'analyse de risque n'est qu'une étape que vous allez utiliser pendant un laps de temps très court pour pouvoir faire la suite des étapes de votre audit. Or, ce ne sera pas une analyse de risque proprement dite dans tout, avec les 9 étapes qu'on a vues, avec le rapport d'analyse de risque, la matrice de risque, etc. C'est pour cela que vous allez vous trouver que l'analyse de risque est assez coûteuse, parce que c'est une étude assez complète. Or, dans l'audit d'intrusion, ou ce qu'on appelle le pen testing, on va faire un semblant d'analyse de risque pour les besoins de l'auditeur lui-même. Et ça coûtera beaucoup moins cher qu'une analyse de risque proprement dite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non, peut-être, aucune idée. Oui, monsieur. Oui, بنسمعين. Donc, بنسمعين على بالك بنسمعين. Oui. لو كانت تكمل هكذا حتديها الميسافير وليت هذا اكثر من الميسافير. Vas-y, pose ta question. نحب نسمع هكذا vous allez voir monsieur comment ça va devenir ennuyeux. Vas-y, بنسمعين. Non, c'est juste le fait d'être, monsieur, interactif avec vous. Je ne savais pas Oui, que vas-y. ça vous dérangeait, monsieur. Non, ça me dérange pas du tout. C'était pour taquiner mes affaires, Bak. Donc, monsieur, je vous disais, ça confirmait un petit chouïa ce que je dis, ça dépend de l'étendue de l'opération, parce que l'analyse de risque, ça se faisait au niveau de tous les risques. C'était par rapport à tous les risques et l'audit, c'était spécifique. Genre, c'était. En quelque Ça va. sorte. D'accord, merci. Ok. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, non, peut-être, pas du tout. Est-ce que vous avez compris? Monsieur Anno, est-ce qu'au moins vous avez compris ce que je raconte depuis tout à l'heure? Oui, monsieur, j'ai compris. Ah, ok, parfait. Alors, pouvez nous refaire le cours? Là, tout de suite, en 10 minutes. Ben oui, si vous avez compris, vous allez pouvoir résumer. Tout résumé, je pense pas. Donc, vous n'avez pas tout compris. معلش. Alors, on va passer vers une autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Durant ce cours, on va s'intéresser à un type d'audit bien particulier. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le pen testing. Le pen testing, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les tests d'intrusion. Alors, qui peut me dire c'est quoi un pen testing? Alors, Céline, Hagda. Selon vous, c'est quoi un pen test? C'est, par exemple, d'essayer d'exploiter des vulnérabilités d'une machine, Oui, c'est un peu ça aussi. Lazali. Oui, c'est essayer de trouver les vulnérabilités pour pouvoir les patcher. D'accord. Dagaji. On essaie d'attaquer un système. Attaquer, c'est très large. On exploite les vulnérabilités monsieur. Bah, le système Plus. pour Pas uniquement. Dans quel but on exploite les vulnérabilités? La finalité de ce test, c'est quoi? Monsieur, que les corriger. Non. monsieur, L'auditeur on ne corrige attaque sans jamais. causer de dommages. Les énumérer. Alors, la finalité d'un pentest, c'est de s'introduire dans le système et de prendre le contrôle. Tout simplement. Monsieur, Si vous arrivez à vous introduire dans un système et à prendre le contrôle, vous avez réussi. monsieur. Parce que vous avez beau, pardon, une seconde.
Vous avez beau énumérer, imaginons que vous allez faire un pentest, vous allez énumérer 20 vulnérabilités. Le client, qu'est-ce qu'il va vous dire en face? صح كاين 20 يعطيك الصحة خويا بصح est-ce que vous avez pu prendre le contrôle de mon système? تقول له non. يقول لك est-ce que vous avez pu prendre des données? تقول له non. Est-ce que vous avez pu modifier quelque chose? تقول له non. يقول لك ما ديتي 20 vulnérabilités واحد بعيد ما خلصش. À quoi bon dire à quelqu'un vous avez 20 vulnérabilités si vous n'arrivez à rien faire avec? Quel est l'intérêt? À quoi bon? Je peux vous donner un système, vous allez trouver 1000 vulnérabilités dessus, mais vous ne pouvez rien faire avec. Quel est l'intérêt pour le client? Je dis bien pour le client. Vous, en tant que futur expert Zama en sécurité, vous allez dire oui, il y a 20 000 vulnérabilités, je vais écrire 1000 surveilles dessus, etc. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire d'accord, vous avez trouvé les 1000 vulnérabilités. Vous allez regarder le wello. Il à quoi bon écrire tout ça? Il y aura quelqu'un d'autre qui va vous dire moi, je n'ai pas trouvé les 1000. J'ai pris le contrôle du système, j'ai routé le système, ou j'ai modifié ça et ça et ça et ça. Je vous dirais, celui qui a pu faire ça avec une vulnérabilité est 1000 fois meilleur que vous qui avez trouvé 1000 vulnérabilités sans rien pouvoir faire avec. Donc la finalité d'un pentest, ce n'est pas de trouver uniquement des vulnérabilités, parce qu'on peut trouver des milliers de vulnérabilités qui ne servent à rien, mais c'est beaucoup plus de pouvoir s'introduire dans le système, de pouvoir le router. À la limite, si vous n'arrivez pas à le router, de pouvoir modifier certaines choses dans le système, ou bien de pouvoir prendre des données importantes pour le client. Je vous donne un exemple. Vous allez faire un audit, vous allez faire votre présentation, vous vous présentez devant un client qui est assez important, imbu de sa personne, et vous allez lui dire, voilà, on a pu voilà, présenter. Après, il dit, oui, mais bon, ne sert à rien. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous lui affichez à l'écran des messages coquins qu'il a envoyés à sa secrétaire. Je vous assure qu'il va devenir tout petit devant vous. Et croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause et par expérience. Et là, croyez-moi, il sera prêt à débourser tout l'argent que vous demandez et censé de l'affichage. Oui, mais ça faire. Vous pouvez répéter l'exemple, s'il vous plaît. Non. Monsieur, quelle est la différence entre exploiter une vulnérabilité et trouver une vulnérabilité? Trouver une vulnérabilité, vous utilisez un scanner de vulnérabilité sans rien faire. Il va vous afficher 20 vulnérabilités. Il va vous dire, le système fait 20 vulnérabilités. Exploiter la vulnérabilité, c'est trouver la vulnérabilité, l'utiliser et arriver à s'introduire dans le système. Donc, c'est ce que je vous ai dit, monsieur. T'as rien dit. Je ne me rappelle pas. Oui, je vous T'as dis rien dit. exploiter les vulnérabilités du système. Oui, mais tu peux les exploiter. Alors, je vais donner un exemple, mais ça faire. Tu as la même vulnérabilité exploitée par deux personnes. D'accord? Le premier va l'exploiter, il va t'afficher un petit message à l'écran. Il va dire oui, j'ai réussi, j'ai exploité, voilà ce que j'ai comme retour. Le deuxième, il va exploiter la vulnérabilité, il va devenir root du système. Tout dépend qu'on a pénétré le système. Non, pas forcément. Maintenant, tout dépend du degré de ton intrusion. À vrai dire, la finalité d'un audit d'intrusion, c'est de pouvoir réellement s'introduire, de prendre le contrôle d'un système. À la limite, si je ne prends pas le contrôle, d'arriver à modifier les paramètres du système. Par paramètre, on veut dire soit le contenu d'un site, soit récupérer des données. Donc, arriver à faire des actions que le client ne désire pas qu'elles soient faites par une personne non autorisée. D'accord? Bon, si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour le moment et on se retrouve à 11h20 pour les TP de sécurité applicative. Ah oui, normalement, Messafer vous a averti. Ce sera le premier groupe, ensuite le deuxième groupe. C'est tout. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas nombreux, on fera un seul TP directement à 11h20 pour tout le monde pendant 1h30. Ensuite, je vous libère. Monsieur, il y a le TP de Monsieur Gromi en parallèle. Oui, mais vous êtes combien? Pratiquement. Vous êtes 32 maintenant. 40. Non, vous n'êtes pas 40, il n'y a que 32 personnes maintenant. 22 personnes. 21 personnes. On s'en fout, tu as sur la Allez, vous n'êtes que 21 personnes.
À vous de voir. Soit vous voulez vous diviser en deux, 10, 10. Soit vous faites le premier TP tous, ensuite gardez le deuxième TP. Ça, c'est à vous de gérer ça. L'essentiel, à 11h, j'aurai une partie. Ensuite, à 12h50, j'aurai une autre partie. D'accord? Oui. Ok. À tout à Monsieur, l'heure alors. Oui. monsieur,